Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 13 juillet 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Il est l'heure désormais d'ouvrir notre page macro avec notre invité, Monsieur Christophe Barjot. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour, merci Christophe d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef économiste chez Market Securities. L'actualité est très dense. Christophe, on va commencer par l'inflation aux États-Unis, le CPI qui est ressorti, qui laisse supposer, qui montre que l'inflation ralentit plus qu'anticipé. Vous êtes de nouveau meilleur prévisionniste du monde. Bravo, félicitations. Et quand on vous suit, on sait que pour vous, ce n'était pas une surprise. Quels sont les indicateurs que vous aviez étudiés en amont pour savoir qu'on allait atteindre ces niveaux d'inflation ? Alors, on a anticipé le seuil de 3% depuis novembre dernier pour tout un tas de raisons. La première, c'est qu'on a des prix de l'alimentation qui ont commencé à se tasser. On le voit maintenant de manière très claire aux États-Unis, mais aussi partout ailleurs, ce qui résulte en fait d'une baisse du prix des matières premières alimentaires. On commence à le voir maintenant depuis 2-3 mois, la croissance du prix des loyers qui se tasse aux États-Unis, donc ce qui est en lien avec ce qu'on appelle les market rents, donc qui sont les loyers pratiqués sur les nouveaux leasing. On a aussi la partie des biens qui a baissé parce qu'il y avait un niveau de stock assez important chez les distributeurs. On a aussi une macroéconomie qui globalement s'est dégradée par rapport à la fin de l'année dernière. Donc on a un ralentissement qu'on observe un peu plus récemment sur les dépenses de consommation des ménages, donc qui jouent aussi sur ce phénomène-là. Et après, bien entendu, l'énergie qui avait progressé très très significativement l'année passée, donc ce qui offre des effets de base négatifs aujourd'hui, et l'effet de base négatif maximum était au mois de juin, d'où cette prévision de 3% contre un 9,1% l'année passée. Ouais. Exactement. Il y a deux thématiques, il y a deux facteurs dont vous parlez, c'est le logement. Premièrement, quand on analyse les chiffres du CPI publié hier, le logement c'est 70% de la composante de l'inflation. En fait, c'est 70% responsable de 70% de la progression de l'inflation. D'accord, donc c'est pas 70, c'est 33%. C'est ça, c'est 33. Donc responsable à 70% de la hausse de l'inflation. Est-ce que, alors on sait quand on étudie les indices des loyers aux États-Unis, que c'est plutôt un facteur qui est en train de baisser, du coup, par la force des choses. Est-ce que ça donne un indicateur sur ce que pourrait faire la Réserve fédérale américaine à l'issue de sa prochaine réunion de fin juillet ? Alors, c'est un facteur qu'ils vont prendre en compte. Il y a d'ailleurs Jérôme Powell, c'était dans son speech de fin novembre aussi, de l'année dernière, qui disait, il anticipait cette normalisation parce qu'on le voit justement avec les market rents qui, en rythme annuel, pour la plupart, sont négatifs. Donc c'est une bonne indication de ce qui peut se passer. Maintenant, la Réserve fédérale va plutôt regarder d'autres composantes. Donc tout ce qui va se passer dans les services hors loyer, qui retient plutôt l'attention des membres de la Fed. Et ce qui était intéressant sur les chiffres d'hier, c'est que même sur cette composante-là, on voit le début d'une normalisation des joints. Début de normalisation, donc ça veut dire que potentiellement la Fed pourrait maintenir son statu quo à l'issue de sa prochaine réunion ? Alors, je pense pas, parce que déjà, c'est relativement anticipé par le marché, relativement annoncé, que même la Fed avait plutôt tendance à dire qu'elle visait 2 hausses de taux d'ici la fin de l'année, même si personnellement ça me semble compliqué. Après, il y a d'autres facteurs qui peuvent les pousser à remonter les taux en juillet. Premier facteur, c'est que le marché de l'emploi, il n'y a pas une détérioration significative. La croissance des salaires en juin était encore de 4,4%. Le deuxième point, c'est que sur le marché immobilier, on a quand même une résilience avec les prix immobiliers qui sont repartis à la hausse. Et ensuite, d'un point de vue, conditions financières, on a une amélioration depuis la fin du mois de mai. Donc aujourd'hui, il n'y a pas forcément de frein pour faire une nouvelle hausse de taux au mois de juillet. Après, la vraie question, ce serait, est-ce qu'il faut la faire en juillet ou en septembre ? Maintenant, voilà,
le train semble lancé. Sur les indicateurs annoncés par la Fed et sur sa détermination, on peut se dire qu'ils vont le faire très clairement encore une fois en juillet, mais pour le coup, la question est maintenant beaucoup plus ouverte pour la suite. Pour la suite, même si on va un peu plus loin, si on raisonne à début 2024, on peut commencer à anticiper un mouvement inverse sur les taux. La Fed pourrait commencer à baisser ses taux directeurs. Alors, nous, on a plutôt tendance à anticiper le début d'une récession plutôt soft sur la deuxième partie de l'année. Essentiellement parce qu'on voit des signaux négatifs sur la consommation des ménages, que l'environnement sera beaucoup plus difficile à partir du quatrième trimestre, pour tout un tas de raisons. Et donc on pourrait se retrouver dans une phase où, après une pause, on pourrait se poser la question d'une baisse des taux si effectivement on a ce début de récession aux États-Unis pour 2024. D'autant que sur l'inflation, on devrait finalement, sur début 2024, s'il n'y a pas un choc énergétique ou autre, se rapprocher de la cible des 2%. En corps ou en global, du coup ? En global. En global, oui, parce que mais la Fed, elle regarde l'indice, la CPI Core plutôt. Aussi, après, l'idée, c'est de se dire, si on arrive vers les 2%, c'est... L'inflation est une chose, les risques associés à la prévision en sont une autre. Ouais, donc si on a une détérioration de la consommation et du marché du travail, les risques associés au corps, même si en rythme annuel on reste au-dessus de ces 2%, ils peuvent justement basculer de l'autre côté. Ok, on a parlé, alors il y a deux choses, vous avez dit que les entreprises avaient puisé dans leur stock, du coup par la suite vous nous dites que la consommation a tendance à baisser, ce sont deux facteurs qui pourraient expliquer la récession aux États-Unis. Voilà, il y a un phénomène de déstockage qu'on a pu observer ces derniers trimestres. Maintenant, je pense que la clé, c'est vraiment la consommation des ménages. Ouais. Aujourd'hui, sur ce début d'année, elle a été encore résiliente. Ça résulte, à mon avis, du surplus d'épargne accumulé pendant le Covid, qui a été largement entamé. Ouais, bah oui, c'est et du crédit qui avait beaucoup permis à la consommation de progresser, donc quatrième trimestre, premier trimestre 2023. Or, on voit des signaux quand même d'inflexion au T2 et particulièrement à partir du mois de mai. Ok, on a parlé du logement, j'aimerais bien qu'on y revienne rapidement. Vous avez dit 33% de la composante, 70% du mouvement haussier, au mois de juin. Est-ce qu'il faut craindre un éclatement de la bulle ? Est-ce qu'il y a une variable immobilière qui doit être surveillée de près aux États-Unis ? Alors, toujours, parce qu'on est dans un contexte où les taux d'emprunt à 30 ans ont progressé ces dernières semaines, qu'on est maintenant largement au-dessus des 7%, qu'à chaque fois où on a passé ce seuil-là, on a eu à un moment un choc sur le marché immobilier, donc plutôt côté demande, puisque ça se traduit par un taux d'affordabilité, donc une capacité d'acheter pour les ménages beaucoup plus réduite. Maintenant, explosion du marché immobilier, généralement ça se passe quand on a un niveau de stock élevé, or c'est pas du tout le cas. Et on a même une problématique de stock. Puisqu'en rythme annuel, si on regarde des données à haute fréquence, on est même sur encore une baisse. Et on est sur des niveaux qui sont plus proches des bas historiques. Donc on est plutôt sur un marché, sur l'existant du moins, où on va avoir un nombre de transactions limité. Et à ce jour, on n'a pas eu de baisse significative des prix. Donc on a une certaine résilience. Un krach de marché immobilier, généralement, ça apparaît quand les stocks rebondissent dans un premier temps, et ensuite les vendeurs vendent un petit peu au meilleur prix. Ouais, c'est ça. Donc on n'est pas encore dans cette configuration, mais bien sûr, il faudra regarder comment évolue, à mon avis, le marché immobilier troisième trimestre et surtout quatrième trimestre. Si on regarde donc 3% le CPI global, si on enlève la variable logement, on est à 0,7, je crois. Du coup, c'est plutôt bon signe en fait en réalité. Même si on regarde l'inflation super core aux États-Unis, c'est hors alimentation, énergie, loyer et véhicules, sur les 3 derniers mois lycée, on est sur une normalisation assez marquée. Donc on a clairement des signes de désinflation un peu partout. Et on a aussi des indicateurs avancés qui suggèrent que ça peut continuer, notamment sur le prix des véhicules existants. On sait que sur les 2 mois à venir, ça devrait continuer de baisser techniquement.
Ok, donc ça valide totalement votre scénario d'une hausse plutôt que de deux hausses de taux à fin 2023. Voilà, après je pense que la Fed, pour acquiescer une pause définitive, aura besoin de chiffres qui montrent légère détérioration sur l'emploi et aussi sur l'activité, et précisément sur la consommation. Ok, parce qu'une croissance des salaires 4,4, finalement on va les retrouver dans les marges des entreprises à un moment, enfin dans les chiffres d'affaires des entreprises. C'est aussi. Dans les prix de vente, ouais, c'est ça. Ouais, ça peut rester l'un des derniers points sur lesquels la Fed peut s'appuyer. Maintenant, il faut avoir aussi en tête que le marché de l'emploi est plutôt un indicateur retardé du cycle. Ouais, c'est le dernier, c'est quasiment le dernier. Merci Christophe pour toutes vos explications. On va basculer du côté de l'autre côté, du côté de la deuxième puissance économique mondiale, qui a publié ce matin des chiffres de son commerce international qui sont bien pires qu'anticipés. Les exportations chutent de 12,4% quand le consensus les attendait à 9%. Les importations chutent de 6,5% quand elles étaient attendues à 4%. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène et comment ça va se traduire pour la croissance mondiale, Christophe, ces données? Très clairement, sur les exportations, ça confirme un peu le sentiment qu'on peut avoir sur la croissance mondiale, à savoir qu'on est dans une phase de décélération assez marquée, particulièrement dans les pays développés. Je crois que sur les exportations chinoises à destination des États-Unis, on est sur une baisse bien supérieure à ce qu'on a au total. Ça traduit une faiblesse de l'environnement mondial d'une part, et sur les importations qui ont eu tendance à baisser un peu plus que le mois précédent, ça reflète aussi cette faiblesse en domestique en Chine, et qui a été confirmée sur la même période, donc au mois de juin, par les premiers indicateurs qu'on peut avoir, soit les ventes automobiles, que ce soit aussi ce qu'on peut avoir sur les ventes de logements, etc. Donc ça traduit une double faiblesse, faiblesse externe, mais aussi faiblesse interne. Ok, on sait qu'en Chine, la variable clé, c'est le travail dans le modèle de développement. On a des indicateurs, notamment concernant la démographie qui chute, le chômage des jeunes qui augmente, qui a dépassé même certaines situations, même certains pays en Europe qui avaient un chômage des jeunes très élevé. Est-ce que la Chine est confrontée à un problème de modèle actuellement? Je dirais qu'il y a deux problématiques. La première, c'est la confiance. On sait que les ménages chinois ont cumulé énormément d'épargne sur ces 2-3 dernières années. Même s'il y avait eu un redémarrage premier trimestre, on sent que c'est beaucoup plus compliqué à partir du deuxième trimestre. Et il n'y a pas un niveau de confiance suffisamment élevé pour qu'ils puissent dépenser cet excès d'épargne accumulé. Et ensuite, après, il y a les problématiques structurelles, notamment la démographie. Et je rajouterai un troisième critère, c'est l'environnement géopolitique international. Donc, conflit ouvert qu'il peut y avoir, notamment avec les États-Unis, mais aussi le résultat de la politique zéro Covid, où on a eu tout un tas d'entreprises qui ont commencé à délocaliser et à bouger dans d'autres pays très proches. Donc ils souffrent de phénomènes, à mon avis, court terme, environnement qui se dégrade, mais aussi peut-être beaucoup plus moyen terme, et ça peut justement se traduire par des perspectives à moyen long terme de croissance et un potentiel un peu plus faible que ce qu'on pouvait imaginer il y a 2-3 ans. C'est-à-dire, il y a 2-3 ans, donc c'est-à-dire quand on déroule sur du moyen long terme, justement, la Chine, c'était 12% de croissance à certains moments, 8%, presque 9% de moyenne. Là, on oublie totalement 5. Je crois que votre prévision de croissance pour la Chine sur 2023, c'est 5,5%, quand pour les autorités chinoises, c'est 5%. C'est une volonté de faire au moins 5. Après, ils ont des effets de base qui sont plutôt favorables, donc qui leur permettraient de dépasser ce seuil de 5%. Mais on sent bien que le potentiel, maintenant, il va plutôt se rapprocher des 4,5%. Des 4,5%, ouais, c'est ça. Vous avez des prévisions de croissance pour le T2 chinois? Alors, maintenant, le T2 chinois, donc c'est le chiffre qui sera publié la semaine prochaine. On est sur 6,9% en rythme annuel. Ce qui reflète un bon début de T2, mais aussi des effets de base assez positifs par rapport à l'année passée, où on était encore sur des mesures zéro Covid importantes. Ok, je comprends. Que doivent faire les autorités chinoises? Elles ont annoncé en début de semaine reconduire les mesures qu'elles avaient prises fin novembre de l'année dernière pour soutenir le marché immobilier. Est-ce que ça sera suffisant au regard de ce qu'on vient de voir à l'instant? Il y a deux problématiques. La première, c'est effectivement l'immobilier qui traîne toujours, et on sait qu'elles vont appliquer des mesures
Mais ça paraît avoir un impact, je pense, limité. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est ce qui peut se passer sur la consommation. Donc, est-ce qu'ils vont tenter de stimuler via différents canaux? Il faudra le regarder. Après, on sait qu'il y aura une politique monétaire qui sera toujours accommodante, voire qui peut l'être un peu plus. Et le fait qu'il y ait de la désinflation dans les pays développés peut leur offrir une marge de manœuvre justement pour continuer à avoir une politique monétaire accommodante, voire plus accommodante. Ça veut dire faire marcher la planche à faire tourner la planche à billets, ou il y a d'autres leviers qui peuvent... Ça veut dire potentiellement baisser les taux de réserve obligatoires pour les banques, donc ce qui offrirait plus de liquidité, relâcher un certain nombre de contraintes sur les banques aussi pour qu'elles puissent prêter plus sur certains secteurs. Ça peut être des baisses de taux ciblés, par exemple sur les mortgages, les prêts hypothécaires. Et après, sur le volet fiscal, on peut se poser des questions sur est-ce qu'ils ne vont pas être amenés à emprunter un peu plus sur les marchés dans le but de faire plus de dépenses, typiquement sur les infrastructures. On sait que... on s'approche de la fin de votre intervention, mais encore, moi j'aimerais bien voir énormément de choses avec vous. On sait que c'est historique, c'est très difficile pour les entreprises étrangères d'investir en France et des conditions drastiques. Est-ce que la solution, c'est pas débloquer un petit peu l'investissement pour débloquer l'investissement en Chine qui soit plus souple sur l'accueil des entreprises étrangères finalement par la force des choses, pour qu'elles évitent de partir puisqu'elles partent? C'est un peu l'idée, c'était le discours de Xi Jinping il y a quelques jours, voire hier, d'essayer de s'ouvrir un peu plus. Le problème, c'est un cran en retard. Et ça intervient au moment où d'autres pays ont clairement ouvert les bras, typiquement l'Inde avec tout un tas de mesures pour les entreprises. Et puis après, il y a eu aussi je dirais pas mal d'épisodes en Chine où ça s'est assez mal passé pour les notamment des épisodes sociaux où aussi, mais après il y a je pense à une problématique. Il y a une problématique de confiance pour les entreprises étrangères qui persiste, qui peut freiner des décisions d'investissement, et on le ressent beaucoup dans les climats d'affaires. Ok, donc très clairement, les autorités chinoises vont devoir relancer la productivité, améliorer la productivité en fait de leur travail, de leur facteur travail. Il y a beaucoup de choses, à mon avis, il y a beaucoup de choses à faire. Le premier paramètre, encore une fois, c'est la confiance. Confiance en interne, confiance aussi en externe. Donc on peut s'attendre à tout un tas de mesures pour les entreprises étrangères aussi, de manière à les réassurer à court terme. Dans le but d'avoir aussi, je dirais, limiter la casse sur le phénomène existant. Après, avoir un mouvement de retour des sociétés étrangères en Chine, ça me paraît très compliqué à court terme. C'est clair. Merci Christophe d'avoir été avec nous ce matin. Christophe Barraud, chef économiste chez Market Securities, et également, depuis maintenant, on ne compte même plus le nombre d'années, meilleur prévisionniste du monde. Félicitations Christophe. On marque une rapide courte page de publicité de notre côté. On se retrouve pour notre point bourse. À tout de suite sur Téléfinance.